Yes l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse, la vidéo qui suit était censée être un petit peu plus qualitative, mais au final, j'ai eu un bug avec l'enregistrement, c'est-à-dire que l'écran ne s'était pas enregistré. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais refaire une vidéo et je vous la posterai juste derrière. Au niveau des infos globales que je n'ai pas pu vous mettre, parce que j'ai juste voulu vous refaire une session d'analyse globale, je vous ai partagé trois choses. Donc la première chose, c'était autour de mes setups. Donc en gros, moi, ce qui se passe, c'est qu'en fin d'année, je suis quelqu'un qui va pas prendre trop de risques parce que dans les 2, 3 années qui viennent de passer, dans mes 2, 3 premières années de trading, il y a seulement l'année dernière où j'ai pas eu de soucis. Donc sur 4 ans, il y a une seule année où j'ai pas eu de problème en décembre. Je me faisais souvent avoir pendant le mois de décembre. Donc j'ai décidé de mettre en place un plan assez simple. Je trade jusqu'au moment où je me fais avoir sur 2 ou 3 setups. À partir du moment où 2, 3 setups de site ne passent pas, je ne trade plus sur le mois de décembre et je clôture mon année. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas trader, ça ne veut pas dire que je ne vais pas analyser, ça veut juste dire que je ne vais pas prendre de trade sur mon compte principal. J'ai aussi mis en place une stratégie avec plusieurs capitaux. Les comptes fund, donc avec par exemple 1 000 € de départ, comme j'ai pu faire en septembre, font partie de ces comptes-là que je ne comptabilise pas dans mes récaps annuels. Tout simplement parce que c'est des capitaux où je prends un peu plus de risques et surtout, c'est pas représentatif de mes gains réels, puisque on est sur un petit compte, on est sur un dépôt spécialement dédié pour un défi particulier et ça n'a pas d'intérêt pour moi de comptabiliser ça dans la stratégie et dans les récaps factuels. Deuxième chose, c'était au niveau d'une stratégie. Donc en gros, par rapport au trading, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une stratégie de trading ou une manière de trader, ça s'adapte à n'importe qui et ça doit s'adapter à n'importe qui. Mais ce n'est pas en vous Enfin, c'est en vous inspirant plutôt de la stratégie des autres, c'est en vous inspirant de tout ce que vous pouvez trouver autour d'une stratégie cohérente, d'une manière de trader cohérente. Donc, quand je parle de stratégie et manière de trader cohérente, c'est par exemple, est-ce que vous êtes un trader qui trade en suivi ou en retournement de tendance? Si vous êtes en suivi ou en retournement, cherchez toutes les infos qu'il vous faut autour d'un de ces domaines, enfin du domaine que vous avez choisi. Et en fonction de ça, mettez en corrélation, regroupez tous les, toutes les informations, tous les tips que vous pouvez avoir autour de cette manière de faire. Et c'est ce qui va vous apporter sur le long terme du résultat. C'est ce que j'ai fait moi-même pour augmenter mes résultats en trading. C'est la manière de faire qui m'a permis d'avoir de bons résultats en trading. Et c'est pour moi la manière la plus cohérente de procéder pour un trader. Maintenant, peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde, peut-être que ce n'est pas la vision et la manière de faire de tout le monde. Et l'idée globale, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose qui vous parle. Et au niveau des formations, parce qu'on me demande souvent, et mon avis là-dessus est vraiment strict, c'est prendre des formations sur tout et rien n'a aucun intérêt. Prendre des formations sous prétexte que le formateur est quelqu'un qui a de bons résultats, mais cette personne n'adapte pas sa stratégie à votre vision, à votre compréhension, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et encore pire, s'il n'y a pas de suivi derrière, si c'est juste des vidéos préenregistrées, eh ben, allez sur YouTube, il y a beaucoup de contenu comme ça gratuit avec des gens qui partagent leur vision sur les marchés. L'idée, quand on se forme et quand on apprend avec quelqu'un, c'est vraiment de s'inspirer et de prendre la compétence de la personne avec cette personne-là en face qui, au minimum, fait en sorte de vous euh, d'adapter sa stratégie, d'adapter sa compréhension, d'adapter sa vision, votre compréhension et votre manière de faire. Sans ça, côté résultat, ça peut que être peu qualitatif et ça peut que mettre du temps pour vous d'aller chercher de vrais résultats cohérents. Et tout ce qui est dans l'intérêt de prendre une formation, c'est-à-dire le gain de temps, l'exponentiel au niveau du temps à gagner, eh ben, vous le perdez, vous ne l'avez pas. J'ai fait le tour vis-à-vis de ça. Pas besoin de trop parler de flux et de tourner autour du pot, on va dire. J'ai pas grand-chose à ajouter. S'il faut développer un petit peu plus, je développerai en privé avec ceux qui veulent. Et je vous laisse derrière avec la session d'analyse qui est mise en place pour vous. Bonne journée tout le monde, bonne soirée pour ceux qui regardent ça un petit peu plus tard et bon début de semaine pour ceux qui regarderont ça qu'en début de semaine. Salut tout le monde. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est la troisième fois que j'essaye d'enregistrer ça. Je suis au bord de la crise de nerfs, honnêtement. Mais bon,
Donc, petit débrief de la semaine. On va essayer de vous faire quelque chose de propre, de cohérent et avec de la valeur ajoutée. Et j'espère réellement que cette fois, ça va passer. Sinon, j'abandonne. Je vous ferai ça en live plus tard dans la semaine. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc je suis confiant. On va commencer dans le désordre. Normalement, on commence par les paires Forex, mais finalement, on va se diriger vers le WS30 en premier lieu. Donc, première information à vous passer vis-à-vis du WS30, c'est assez simple, c'est la notion d'inflation. On a eu il y a quelques jours un retour au niveau de l'inflation et la plupart des personnes qui cherchaient inflation USA, donc qui cherchaient à réagir à ce qu'il se passe vis-à-vis de l'inflation, avait annoncé que une inflation qui augmente est censée emmener, un marché des actions venir à la baisse. Donc, si le taux d'inflation augmente, les actions sont censées, enfin les indices plutôt sont censés perdre de la valeur. Il s'avère que ce n'est pas ce qu'il s'est produit et beaucoup de personnes étaient en train de s'interroger. Et vis-à-vis de ça, il y a une chose importante à mettre en place et à comprendre, c'est que le marché, le prix, en général, avant de prendre une direction, va essayer d'anticiper et de chercher une confirmation pour prendre cette direction-là et pour faire ce choix-là. On a le souvenir de l'US Oil, donc du pétrole, qui, dans cette période-là, donc je peux descendre en H4 pour que ce soit un petit peu plus clair, qui, dans cette période-là, a eu ce qu'on appelle en français, ça doit donner relâchement stratégique des réserves fédérales de pétrole. Donc le but de ça, c'est vraiment de faire chuter le prix du pétrole puisqu'on augmente l'offre et donc un peu comme pendant le Covid, l'offre est disponible, la demande est inférieure à l'offre, donc le prix du pétrole s'amoindrit, du moins c'est comme ça que je l'ai compris. Et ben, avant ça, le prix a augmenté. Et il a augmenté pour aller où? Sur une trendline, sur une zone qui portait de l'intérêt. Si on ne parle pas de trendline forcément, on parle du 79 qui est un prix rond, qui est un prix cohérent avant de viser une chute. Donc vis-à-vis de ça, c'est un peu la même chose qui a pu se produire ou qui s'est produite côté Wall Street, donc sur les indices. Et c'est ça qui peut emmener derrière à avoir une chute. Quelle est la confirmation qu'on a eue à l'heure actuelle? Bah, c'est cassure, pullback. En plus de ça, on peut se rendre compte, si on dézoome un petit peu, que la configuration qui est visible ici, donc c'est-à-dire notre plus haut, début de tendance baissière, nouveau plus haut, cassure pullback ou cassure grande pullback, parce qu'on a eu un retracement aussi, pas à la même hauteur, mais au niveau de la cassure pullback du début, et ensuite une chute, est similaire à ce qu'on a eu sur GBP-JPY. Donc on peut aller regarder GBP-JPY ensemble. Hein. Mais GBP-JPY, bah, sur le graphique, c'est exactement ça qu'il s'était produit. Donc, nouveau plus haut, début de tendance baissière, plus haut, cassure, pullback, le prix chute. On essaye de revenir tester. Même ici, on a essayé de revenir tester un peu plus haut. Donc, bien sûr, hein, on a accumulé, pas au niveau des mêmes zones, on n'est pas venu aussi haut. Mais sur toute la première partie, donc sur tout ce qu'on a à gauche, c'est similaire. Et ensuite, le prix a chuté et même allé sur à peine, mais un plus bas que le plus bas précédent, ou au moins chercher le bas du range. Donc, sur le WS30, en se basant sur ça, on pourrait au moins tendre à aller chercher le bas de ce range-là. Bien que, si on regarde ici, on se rend compte qu'on n'est pas allé très loin du dernier plus bas vis-à-vis du début de cette nouvelle tendance baissière. Et ça, c'est aussi important de notifier parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des similitudes entre les deux graphiques. Et ça, c'est une chose importante à se dire en trading, c'est que rechercher les similitudes, rechercher les concordances, rechercher les corrélations entre les différentes paires, entre surtout les différents graphiques, c'est la chose qui va vous permettre d'aller chercher du résultat. Parce que ce qu'il s'est passé d'un côté, sur une configuration spécifique, peut probablement, avec un fort taux de précision et de probabilité si on ajoute des confirmations, emmener au même résultat. 1 plus 1 égale 2. Peu importe comment vous le tournez, si dans le passé 1 plus 1 valait 2, dans telle ou telle situation, ben, ça vaudra toujours 2 dans une situation similaire plus tard. Euh, Commencez pas à me parler de cerveau collectif et me dire 1 plus 1 égale 3, parce que c'est pareil. Si le cerveau collectif crée 1 plus 1 égale 3, ben, dans une situation de groupe où un cerveau collectif se crée, ben, 1 plus 1, ça vaudra 3 dans tous les cas. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple que j'aurais pu sortir, je l'ai sorti là à l'instinct. Donc pardonnez-moi si c'est pas le meilleur exemple, mais j'espère que vous avez compris l'idée générale.
Au niveau donc de WS30, on a potentiellement un pullback qui s'est produit ici. On pourrait avoir une petite mèche en début de semaine jusqu'au 36 200. Mais pour moi, c'est une confirmation pour voir le prix repartir à la vente. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais je pense vraiment que le prix là peut potentiellement chuter. Au niveau donc de EuroJPY, on a une configuration qui est assez spécifique et assez intéressante. Donc, on se rappelle que le prix était venu taper le 128, qui était notre plus bas précédent. On a eu une petite zone de flou entre le 128 et le 127 700, voire 127 500, ça dépend comment on le prend. Et ensuite, on a eu ce qu'on appelle une cassure pullback, donc une belle configuration pour potentiellement repartir à la hausse. Pour moi, cette semaine a simplement servi à valider mon ambition de voir le prix partir à la hausse. Et le plan, c'est vraiment toujours de suivre ça. Il y a autre chose que je voulais vous montrer, c'était la notion de cassure pullback qu'on avait vue ensemble sur la dernière session, donc je pense que c'était vendredi, qui nous permet de visualiser une chose assez importante, qui est le fait d'avoir nos confirmations, de valider un setup et ensuite de voir le prix potentiellement repartir dans le bon sens. On a souvent des mèches qui se créent, et c'est la différence entre analyste et trader. L'analyste est celui qui dit à partir de telle zone, le prix va partir à la hausse, et peu importe ce qui se passe, et ben, si le prix part à la hausse et touche la zone, il a raison. Alors que le trader peut se faire sortir sur des mèches. Elle est là la difficulté du métier de trader et la grande différence entre quelqu'un qui partage que des analyses et quelqu'un qui prend des trades. Euh, Au niveau de ça, on avait vu la même configuration côté Euro-USD. La différence, c'est que sur Euro-USD, on a eu une mèche un petit peu plus importante. Si on regarde en H4, l'analyse est toujours bonne, puisqu'on n'a eu que des clôtures au-dessus de la zone de départ, alors qu'en H1, on se rend compte que l'analyse a été faussée, puisqu'on a eu un plus bas qui s'est créé. Et ça, c'est important à notifier parce que ça fait encore une fois partie de la différence entre un trader et un analyste. Pour moi, encore une fois, c'est ma vision personnelle de la chose. Au niveau, euh, au niveau de notre analyse et de notre manière d'appréhender les choses, on se rend compte qu'on est toujours dans notre grosse zone de range, donc une zone de flou assez intéressante et assez importante. Et si on se pose en daily, on voit la même configuration que sur EuroJPY, c'est-à-dire plus bas, cassure, pullback et potentiellement le prix qui peut repartir à la hausse. Donc au niveau de ces deux analyses, je reste confiant et encore une fois, je trouve que cette semaine a simplement servi à valider nos potentielles positions. On voit la même config sur GBP JPY, donc c'est-à-dire un plus bas, une cassure, une pullback et un prix qui tend à potentiellement partir. On voit aussi que sur du H1, on a pu sortir de très belles positions et qu'en daily, on aurait pu se faire avoir plein de fois, ou du moins en daily, on aurait pu entrer en position à partir du 8 décembre, le 9, le 10, on aurait toujours été dans le trade et on n'aurait toujours pas fait de potentiel profit. C'est ça aussi, pour moi, qui fait la différence entre quelqu'un qui va chercher des résultats sur le long terme et quelqu'un qui profite de ces analyses court terme et qui les transforme au fur et à mesure en analyses qui peuvent devenir des swings et qui peuvent payer vraiment sur le long terme. Parce que là, l'idée, si je prends mon exemple avec GBP-JPY, c'était simplement une clôture partielle qui a été faite. Le trade est toujours en cours. Mais j'ai quand même clôturé 2 tiers de ma position en 1 pour 10, ce qui fait un très bon ratio et une très belle opportunité de profit. Donc l'idée là-dedans, c'est toujours de partir à la hausse. Et pour moi, elle est toujours valable et toujours valable et toujours valide. Et on va voir ce qu'il en est dans la semaine qui arrive. Dernière chose, on se rend compte que côté GBP-USD, on n'a pas eu le pullback. Donc sur les 4 paires, on n'en a que 3 qui sont corrélés en termes de confluence et de confirmation. Ce qui veut dire que sur le début de semaine, on peut potentiellement avoir un repli, un retracement de la part de GBP-USD. Et ça, en fait, on va le voir sur le H1 parce que côté GBP-USD, on a tout ce qu'il faut pour avoir un potentiel retracement. On pourrait l'avoir jusqu'au 1.32 300, voire 1.32 200. Au niveau de la confirmation qu'on a eu ici, pareil, en tant qu'analyste, on est bon. En tant que trader, on n'est pas bon parce qu'on a eu une potentielle mèche et donc un SL. Mais l'idée globale, c'est d'avoir bon au niveau de notre analyse, vu que là, c'est vraiment du partage d'analyse globale. Sur les partages TP-SL, on le fait plus pendant la semaine. Donc là, ce que je verrais bien, ce serait un prix qui chute jusqu'à cette zone-là, plus ou moins sur le début de semaine. On va faire le petit tour vis-à-vis des autres paires. Côté GBP, JPY, on pourrait aussi avoir un retracement.
plus ou moins sur une zone similaire d'une vingtaine de pips. On pourrait même aller chercher la quarantaine de pips pour avoir la bande de Bollinger du milieu. Sur EURUSD, on est sur une zone assez floue. On peut autant avoir un prix qui retrace jusque-là pour repartir à la hausse qu'un prix qui part directement à la hausse. Mais bon, dans l'idée globale, je verrais bien aussi un petit retracement, au moins jusqu'au 130 pour valider notre idée de partir à la hausse. Et sur EuroJPY, bah, c'est pareil. On est sur une zone assez floue. On pourrait avoir un retracement, comme on pourrait avoir un prix qui va chercher un plus bas précédent pour aller tâter le 127 700, voire le 127 800. Donc, sur du H1, je vois vraiment tous les prix potentiellement retracés, alors que sur du daily, je vois tout continuer à l'achat. Et c'est vraiment la différence entre le court terme et le long terme, même si sur du H1, on a des bons ratios à aller chercher entre 1 pour 2 et 1 pour 5 minimum par paire. C'est une chose que je ne prendrais pas, honnêtement, parce que je trouve ça assez risqué sur un début de semaine, vu qu'on est un petit peu en flou. Du moins, si je devrais faire un choix, je choisirais uniquement GBP USD ou GBP JPY, mais petite préférence pour GBP USD sur le début de semaine. Et j'attendrai ensuite les achats sur toutes les paires, parce que mon optique, c'est vraiment de partir à l'achat sur toutes ces paires-là. Côté WS30, c'est pareil, j'attendrai une confirmation et je pense que c'est assez. Je suis vraiment désolé. Je pense pas que ce soit le live le plus qualitatif que j'ai pu faire parce que au bout de 4 enregistrements, on est un petit peu épuisé. Donc, je préfère vous fournir quelque chose d'assez neutre en termes de qualité et revenir demain sur les sessions analyse plutôt que de forcer à vous sortir quelque chose d'ultra qualitatif de suite et demain ne même pas avoir envie de revenir devant l'écran pour faire une session d'analyse le matin parce que ça m'aura épuisé de faire cette session-là. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous allez passer un bon début de semaine. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à me faire un retour vis-à-vis de ce live-là. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des retours vis-à-vis de ce que je fournis. Au moins, ça me permet aussi de pouvoir améliorer le contenu en fonction de vos retours et de votre vision personnelle vis-à-vis de tout ça. Et on se donne rendez-vous demain matin. Salut tout le monde!